Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du laboratoire de sciences sociales Pacte à Grenoble. Bonjour et bienvenue à l'écoute de Impact, le podcast produit par le laboratoire de sciences sociales Pacte à Grenoble. Notre objectif est simple. Nous souhaitons décloisonner le travail des chercheurs et chercheuses par le biais d'interviews de 15 minutes à retrouver sur toutes les plateformes de podcast tous les mercredis, vous permettant de plonger tout droit au cœur de leurs univers. Dans cette saison 2, nous souhaitons nous confronter à la situation de pandémie actuelle. De nombreuses recherches sont en cours pour mieux comprendre l'impact de la Covid sur notre société, nos systèmes démocratiques, économiques et sociaux. Mais que nous disent-elles exactement ces recherches ? Aujourd'hui, focus sur les EHPAD, ces établissements d'hébergement pour les personnes âgées et dépendantes. En mars 2020, le ministère des Solidarités et de la Santé doit mettre en place des mesures rapides pour ralentir la propagation d'un virus dont on sait encore peu de choses afin de protéger les personnes les plus vulnérables. Pour parler des effets de la Covid sur les personnes âgées et leur entourage, nous accueillons aujourd'hui Pauline Launay en visio depuis Caen. Bonjour Pauline. Bonjour. Vous êtes post-doctorante en sociologie, vous avez participé à la recherche nationale Covid-EHPAD, qui est une recherche coordonnée par la plateforme nationale de recherche sur la fin de vie et déployée dans 6 régions de France métropolitaine. Vous avez travaillé avec Chéri Schrecker et Gaël Clavandier sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que vous pouvez nous dire tout d'abord quels sont les axes de recherche sur lesquels vous avez travaillé ? Oui, donc avec le groupe de recherche Covid-EHPAD, donc on a étudié en effet la manière dont la première vague de la pandémie, donc c'est-à-dire de mars à mai 2020, a été vécue dans les EHPAD. Donc on s'est intéressé à la fois à l'expérience des professionnels, des résidents, mais aussi de leurs proches. Donc pour ça, on a privilégié 3 axes de travail. Donc le premier porte sur l'expérience même du confinement, en particulier par les récits qu'en font les résidents. Donc là, on a souhaité regarder en fait comment se sont reconfigurées pour eux les manières d'habiter en EHPAD et les reconfigurations de leur vie quotidienne. Le deuxième axe de travail, c'est celui des transformations des pratiques professionnelles, donc avec toute la réorganisation du travail et des pratiques de soins pendant le confinement et leur effet sur les conditions de travail. Le dernier axe s'intéresse plus particulièrement aux décès liés à la Covid-19. Donc là, peut-être qu'il faut rappeler que pendant la première vague, c'est quasiment la moitié des décès dus à la Covid qui ont concerné des résidents d'EHPAD. Donc là, dans cet axe-là, on essaye de retracer à la fois comment les décisions médicales et l'accompagnement des fins de vie ont été réalisées, quelles ont été les pratiques au moment même du décès, donc à la fois au sein des équipes, mais aussi dans les relations avec les proches, et enfin, les pratiques après le décès. Donc ici aussi, à la fois du côté des professionnels et de la mémoire institutionnelle qui s'est mise en place, que du côté des proches endeuillés. On a notamment fait un certain nombre d'entretiens sur 2 temps avec des proches donc, qui avaient perdu des résidents du Covid. C'est une étude qui est qualifiée d'étude monographique. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur sa particularité ? Nous, on a une démarche qu'on appelle qualitative, qui met l'accent sur le discours des enquêtés et leur expérience. Donc là, contrairement aux approches plus quantitatives, qui vont chercher, elles, à quantifier les phénomènes sociaux ou les opinions, à l'aide, par exemple, de questionnaires. Donc nous, dans ce cadre, on a en effet privilégié une approche monographique, c'est-à-dire qu'on a essayé de combiner des entretiens avec différents types de professionnels, avec des résidents et des proches dans un même établissement. Donc cette méthode, en fait, elle nous permet de comprendre assez finement le déroulement chronologique de la première vague pour chaque établissement enquêté et de pouvoir en tirer ensuite une vue plus générale sur l'expérience du confinement et de la pandémie dans les EHPAD, ainsi que de mettre en avant ces variations. Cette manière de travailler, elle nous permet également de confronter et d'articuler des points de vue sur une même situation, notamment pour comprendre la dynamique et les écarts de vécu, donc là qui sont dus au rôle et à la place de chacun et chacune. Peut-être pour terminer, notre échantillon, il nous permet aussi d'avoir un regard transversal aux établissements en regardant cette fois plutôt par catégorie d'acteurs, résidents, proches ou corps de métier. Votre équipe, elle a travaillé sur la zone Auvergne-Rhône-Alpes. Comme vous l'avez précisé, votre échantillon est un échantillon.
Comment est-ce que vous avez choisi les établissements que vous avez interviewés dans le cadre de vos entretiens? On a mené en fait près de 270 entretiens, au total, hein, dans 52 établissements, différents et pour arriver à ce résultat, donc on est surtout passé par nos réseaux professionnels et personnels pour entrer en contact avec les établissements. Donc on a bien souvent d'abord eu des contacts avec les équipes professionnelles qui, eux, nous ont ensuite mis en lien avec les résidents et leurs proches. Donc on a quand même été attentifs à étudier un panel assez varié d'EHPAD, notamment selon leur statut, un privé ou public, leur situation géographique, un rurale ou urbaine, leur taille, l'existence ou non d'accueil spécifique, pour les personnes atteintes de troubles cognitifs et cetera. Donc après, notre recherche, elle se centrait prioritairement sur les établissements touchés, hein. C'est à peu près les 3/4 des monographies qu'on a réalisées qui ont concerné des EHPAD contaminés. Donc là, les régions de l'étude, sont importantes puisqu'on a privilégié plutôt les régions donc de tout l'est français qui ont été, particulièrement touchées par la première vague, avec comme point de comparaison, la région bretonne. Donc les personnes qu'on a interrogées, hein, c'est, majoritairement des professionnels, hein, à peu près 62 de notre échantillon. Ensuite, c'est à peu près 22 des enquêtés qui sont des proches de résidents. Donc là, on a majoritairement des filles de résidents, hein, qui sont, bien souvent, d'une manière générale, hein, les aidantes principales des personnes âgées. Et puis enfin, les résidents, hein, qui sont ici, là aussi majoritairement des femmes, elles représentent à peu près donc 16 de notre corpus. Donc là aussi, on a une grande variété, hein, notamment d'âge, hein, ça va de 64 à 99 ans, une variété de milieux sociaux d'origine, hein, ou de degrés d'autonomie assez divers. Donc votre étude, elle rentre dans le cadre d'un dispositif national. J'imagine qu'à l'heure actuelle, vous êtes encore en train de traiter des données, mais est-ce que vous pouvez nous faire un point d'étape sur ce qu'a pu démontrer votre étude? Oui, donc effectivement, on est dans la phase d'analyse, mais peut-être, peut-être ce qu'on peut rappeler, d'une manière générale, hein, c'est que la 1 vague, elle a produit un contexte de forte incertitude et de risques multiples. Donc il y a eu une vraie mise en tension des EHPAD, hein, notamment avec la pénurie de personnel et de matériel de protection, au moment donc du début de la crise sanitaire. Cette incertitude, hein, elle a été multiple et je pense que c'est important de le rappeler. C'était à la fois l'inconnu du virus lui-même et de ses signes cliniques, hein, donc qui étaient assez complexes, pour les équipes, l'ampleur de la contamination, et ses modalités, toute l'incertitude au début des tests, hein, ou des stratégies à adopter, en l'absence de consignes claires des autorités de tutelle et bien sûr l'incertitude de sa durée. C'est-à-dire que la temporalité, ça a été une dimension fondamentale pour comprendre l'expérience de la première vague, notamment, hein, parce que les enquêtés, hein, rapportent un rapport au temps en fait assez paradoxal, qui était à la fois un temps de l'urgence, mais aussi un temps du présent sans cesse répété, avec une projection très difficile, dans le futur, notamment du fait du manque d'échéance, hein, et de l'impossibilité d'imaginer, une fin claire, à cette crise. Et donc c'est cette incertitude temporelle, hein, qui a été vraiment épuisante pour, les professionnels, les résidents et leurs proches. Donc dans ce contexte, les équipes ont dû se réorganiser et adapter leurs pratiques, hein, notamment, peut-être les 2 points qui ont été, vraiment inédits pour eux. Ça a été à la fois la fermeture des EHPAD, vis-à-vis de l'extérieur, hein, notamment, donc il n'y avait plus d'intervenants extérieurs comme les kinés ou les médecins traitants, et il n'y avait plus également de visites de proches. Et puis en interne, on a aussi eu un effet de sectorisation des EHPAD, à l'intérieur, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu une fermeture par étage, puis par unité et avec parfois même la création de zones Covid. Donc ce qui a là aussi produit des coupures, hein, au sein des équipes. Donc ces 2 phénomènes-là, en fait, ont produit un surtravail, pour les professionnels, donc à la fois une augmentation de leurs heures de travail, mais aussi une intensification des tâches et un surmenage, c'est-à-dire une charge mentale, accrue. Donc d'une manière générale, hein, ces équipes, elles ont été confrontées, à un certain nombre de dilemmes, éthiques, notamment de quoi protéger les résidents, jusqu'où aller dans les restrictions, hein. Par exemple, est-ce qu'il faut, strictement enfermer les résidents dans leur chambre? Jusqu'où aller, dans les restrictions de la liberté d'aller et venir? Dans la séparation imposée, des résidents avec leurs proches? Et cetera. Et donc, peut-être d'une manière générale, hein, les professionnels rapportent, le sentiment d'avoir été maltraitants, c'est-à-dire comme contraints de mal faire leur travail, les mettant, face à un paradoxe assez cruel, d'avoir le sentiment de travailler plus, mais pour un accompagnement, dégradé des résidents.
Et au niveau des décès, du coup, et des axes qui restent de votre recherche, est-ce que vous pouvez nous faire une petite synthèse peut-être de ce que... Oui, donc concernant les décès, en fait, c'est surtout leur brutalité et leur accumulation, qui a le plus marqué les professionnels, et qui a d'ailleurs rendu pour eux, hein, les annonces de décès aux familles, d'autant plus difficiles. Notamment, hein, certaines familles ont vraiment eu des réactions d'incompréhension, hein, de colère ou même de suspicion, sur ce qui se passait dans les EHPAD, et ça notamment en raison, hein, de la difficulté, voire de l'impossibilité, de voir les défunts pour les familles. En fait, c'est surtout les protocoles de mise en bière immédiate, et les craintes de contamination au départ, hein, qui sont liées à ce contexte d'incertitude, que je rappelais, au début, qui ont généré en fait une prise en charge des corps, très expéditive, et d'ailleurs, au début de la première vague, hein, que les décès soient liés ou non, à la Covid-19. Ce qui a vraiment choqué les professionnels, c'est-à-dire, il y en a beaucoup qui rapportent, hein, qu'ils ont eu l'impression que les corps, disparaissaient d'un coup. Et donc les soignants, hein, ont très mal vécu notamment le fait de ne plus pouvoir accomplir certains gestes, comme les toilettes de présentation ou, l'habillement, hein, la présentation, du défunt. Donc ici, en fait, le personnel a vraiment dû accomplir des tâches qui, sont habituellement du ressort des pompes funèbres, et donc c'est vraiment cette intrusion du funéraire, dans des lieux de vie que sont les EHPAD qui a été, un véritable choc, hein, pour ces équipes. Et on peut peut-être ajouter que l'absence, hein, au début de la crise, puis le flou, des consignes, c'est-à-dire que plus personne ne savait précisément, d'où elles émanaient, et leur caractère, hein, donc parfois changeant ou contradictoire, qui a beaucoup déstabilisé les équipes, hein, dans la prise en charge des décès. Et puis peut-être, donc sur le dernier axe, hein, qui était le vécu du confinement par les résidents. On peut peut-être souligner déjà que cette crise, elle a rendu visible et elle a accentué les inégalités sociales. En fait, les conditions de vie, elles en viennent beaucoup plus à reposer sur les individus, c'est-à-dire à dépendre sur leurs ressources propres et non plus sur les ressources collectives, donc qui là est souvent lié aux trajectoires passées, hein, des résidents. Alors peut-être pour donner quelques exemples, c'est par exemple la capacité à mobiliser leur, réseau, de soutien, par les proches, ou comment était, aménagée la chambre, en fait. Quel type de mobilier, il y avait, puisqu'il n'y avait plus accès par exemple aux bibliothèques communes, aux ordinateurs communs, et cetera. Donc tout reposait sur, le mobilier, les ressources en fait qu'il pouvait y avoir dans la chambre. Voilà, l'accès à une tablette, l'accès à un téléphone portable, la capacité de s'en servir, et cetera. Donc en fait, les résidents, ils ont vécu cette période de manière assez contrastée, et là, ça dépendait aussi, des manières, dont les résidents habitaient l'EHPAD avant cette crise sanitaire. Merci beaucoup, Pauline, d'avoir été présente avec nous aujourd'hui. Votre recherche, elle est disponible au grand public sur une plateforme. Est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse de cette plateforme? Alors donc, vous allez trouver donc toutes les informations sur le site en fait de la plateforme, nationale de recherche, sur la fin de vie. Donc c'est, www.plateforme-recherche-fin de vie, et donc là, vous aurez un onglet, en particulier sur l'étude, Covid EHPAD. Eh bien, merci beaucoup. Avant de nous quitter, Pauline, vous ne couperez pas à la question fil rouge de ces entretiens. Comment est-ce que la Covid, elle a bouleversé ou pas vos manières de faire de la recherche? Oui, donc je dirais d'abord la nouveauté du télétravail, hein, avec ses difficultés, mais peut-être surtout c'est la réalisation d'un terrain, entièrement, enfin quasiment, entièrement à distance, hein, sans réelle possibilité d'observation, et puis avec ces entretiens par téléphone, hein, qui nous ont posé beaucoup de questions sur les effets de la parole. Par exemple, une difficulté à interpréter les silences, hein, ou les effets sur la relation d'enquête, puisque c'était, voilà, une enquête à chaud, donc avec des récits qui étaient parfois, pas faciles à recevoir, hein, très chargés en émotions, et donc voilà, avec par exemple l'impression parfois de faire une fin d'entretien assez brutale, en fait, de raccrocher le téléphone, ce qui était beaucoup plus difficile qu'en face à face, où on peut reprendre avec la personne, par exemple des points qui nous semblent, être compliqués pour les enquêtés. Eh bien voilà, Impact, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes ou à interagir avec nous avec le hashtag Impact Podcast sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à mercredi prochain.